Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport auto. Dans ce nouvel épisode, nous allons revivre l'une des éditions les plus marquantes et tragiques des 24 heures du Mans. Le 11 juin 1955, le circuit de la Sarthe s'apprête à vivre une course légendaire. Une édition des 24 heures du Mans qui promet d'être historique. Mais cette journée restera gravée dans l'histoire, non pas pour sa compétition acharnée, mais pour le drame qui s'y est déroulé. Un drame sans précédent, une tragédie qui marquera à jamais le monde du sport automobile et changera ses règles pour toujours. Les 24 heures du Mans, la course d'endurance la plus célèbre du monde, se déroule chaque année sur le circuit de la Sarthe, dans le nord-ouest de la France. Depuis sa création, en 1923, elle est devenue un événement incontournable, attirant les plus grands pilotes et les meilleures écuries. Mais en 1955, cette édition va dépasser les limites du sport et entrer dans l'histoire pour des raisons bien plus sombres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut poser le contexte. En 1955, la Formule 1, comme tous les autres sports automobiles, vit une époque d'innovation technique frénétique. Dans une période d'après-guerre où le monde renaît, le sport automobile se développe, offrant une parenthèse dorée à tous ses acteurs. Les constructeurs rivalisent de créativité pour concevoir des voitures toujours plus rapides, plus légères et plus performantes. La compétition est féroce et les technologies de pointe sont testées sous des conditions extrêmes. Malheureusement, malgré des progrès toujours plus grands, la sécurité sur les circuits n'est pas adaptée aux vitesses prises par ces bolides et le public qui n'est pas assez protégé. Reconstruit en 1949, après la guerre, pour y faire son retour à la compétition, le circuit des 24 heures du Mans est équipé de fascines et de grillages pour protéger ses spectateurs qui ne manquent pas d'ingéniosité pour dévier ses protections et se retrouver toujours plus proche des voitures. Les 24 heures du Mans sont l'un des événements les plus prestigieux du sport automobile. Depuis sa création, en 1923, cette course d'endurance est un véritable test pour les pilotes et les constructeurs. L'édition 1955 attire une foule immense. Plus de 250 000 spectateurs se pressent autour du circuit pour assister à un affrontement épique entre les plus grandes marques automobiles du moment. Les enjeux sont élevés. Mercedes, Jaguar, Ferrari, Aston Martin, chaque constructeur veut imposer sa suprématie. L'équipe Mercedes aligne 2 pilotes d'exception, l'Argentin Juan Manuel Fangio, triple champion du monde de Formule 1, et le Britannique Stirling Moss, considéré comme l'un des meilleurs pilotes de son époque. Du côté de Jaguar, Mike Hawthorn, jeune talent britannique, est l'un des favoris pour la victoire. Les pilotes français, eux, sont impatients de briller sur leur propre terrain. Notamment Pierre Lévègue, vétéran du sport automobile, qui pilote pour Mercedes dans la numéro 20. Pierre Lévègue ne devait pas piloter pour cette édition des 24 heures du Mans. Mais l'accident de Hans Herrmann au Grand Prix de Monaco quelques jours plus tôt l'a privé de pouvoir terminer sa saison 1955. Mercedes a donc fait appel à Pierre Lévègue pour le remplacer au pied levé. Avant que le drapeau vert ne lance le départ de cette édition 1955 des 24 heures du Mans, la direction de course rend hommage à un grand nom du sport automobile, Alberto Ascari, décédé quelques jours plus tôt sur le circuit de Monza. Dès le départ, la course est haletante. Les voitures roulent à des vitesses folles, atteignant parfois presque 300 km/h sur les lignes des Hunaudières. Les pilotes prennent tous les risques, les dépassements sont audacieux et l'ambiance est électrique. Mais derrière cette démonstration de vitesse et de puissance, le danger rôde. Il est environ 18h28, la course bat à son plein depuis plus de 2 heures déjà. La Jaguar de Mike Hawthorn, en tête, vient de dépasser Lance McLean, pilote de l'écurie Austin Haley. En un éclair, il décide de rentrer au stand pour un ravitaillement, mais sa manœuvre est brutale. Il freine violemment, se rabat devant McLean, qui doit donner un coup de volant pour l'éviter. Derrière eux, Pierre Lévègue, pilote français au volant d'une Mercedes-Benz 300 SLR, arrive à pleine vitesse. Il arrive tout de même à prévenir Fangio, qui est derrière lui, dans une autre Mercedes, de ce qui se passe devant lui. La voiture de McLean est déstabilisée et se retrouve sur la trajectoire de Lévègue. L'impact est inévitable. La Mercedes de Lévègue décolle littéralement en grimpant sur la Austin de McLean. Elle rebondit sur le muret qui borde la piste et explose en une pluie de débris.
Le capot, le moteur, les suspensions, tout est projeté à une vitesse fulgurante vers les tribunes bondées. Le train avant de la voiture se traîne sur plusieurs mètres dans la foule de spectateurs. C'est un véritable carnage. Les flammes s'élèvent, des cris déchirent l'air. L'évêque est tué sur le coup, plus de 120 personnes seront blessées et pas moins de 80 spectateurs perdront la vie dans ce qui deviendra la pire tragédie du sport automobile. Parmi les débris, un silence assourdissant envahit les tribunes avant que les secours n'interviennent en catastrophe. Des médecins, des commissaires de course, des spectateurs courageux tentent de venir en aide aux blessés. Certains sont gravement brûlés par l'incendie qui s'est enclenché, d'autres ont été fauchés par des morceaux de moteur de la Mercedes. Face à l'horreur, une décision est prise. La course doit continuer. Les organisateurs craignent qu'un arrêt brutal de l'épreuve ne provoque un mouvement de panique parmi les dizaines de milliers de spectateurs encore présents. Ils veulent aussi éviter que les routes autour du circuit soient bondées, empêchant l'accès aux secours. Les pilotes poursuivent la compétition, certains conscients du drame qui s'est joué, d'autres encore dans l'ignorance. Chez Mercedes, c'est la consternation. Alfred Neubauer, le directeur de l'écurie, reçoit un appel de Stuttgart, où siège Mercedes. L'équipe doit se retirer. Dans la nuit, Fangio et Moss abandonnent discrètement la course en signe de respect pour les victimes, ainsi que la troisième en voiture engagée par Mercedes, la numéro 21. Mais Jaguar en tête ne se retirera pas. Mike Hawthorne continuera sa course, franchira les lignes d'arrivée en vainqueur le lendemain. Une victoire amère qui sera longtemps contestée par certains témoins du drame. La décision de continuer ou non une course face à ce genre de drame est toujours controversée. Dans un moment dramatique de sport auto, un grand monsieur m'a dit un jour « Rouler dans des conditions difficiles, c'est être accusé d'inconscient ou d'irresponsable. Ne pas rouler, c'est aussi se faire accuser de pleutre ou de ne pas respecter les spectateurs. Ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui aiment à jouer une mi-temps dans chaque camp. » L'accident du Mans 1955 est un choc pour le monde entier. Jamais une course automobile n'avait connu un pareil bilan. Les répercussions sont immédiates. La Suisse prend une décision radicale. Elle interdit purement et simplement les courses automobiles sur son territoire. Une interdiction qui restera en vigueur jusqu'en 2007. En France, en Allemagne, en Italie, les courses sont annulées et les voix s'élèvent pour réclamer des mesures drastiques pour la sécurité. Ces décisions vont même jusqu'à l'international. Au Mexique, la Carrera Panamérica, course sur route ouverte, célèbre à l'international, s'arrête définitivement. Mercedes, profondément marqué par la tragédie, se retire du sport automobile pendant plus de 30 ans. L'accident du Mans devient alors un signal d'alarme. Des réformes sont nécessaires. Progressivement, les circuits sont modifiés pour améliorer la sécurité, les zones de dégagement et les règles de conception des voitures de course. Désormais, les constructeurs doivent repenser leur modèle, en intégrant des protections pour éviter que les débris ne soient jetés en cas d'accident. Plusieurs pilotes, choqués par le drame, mettront un terme à leur carrière de pilote. John Fitch, le coéquipier de Pierre Lévesque, dédiera sa retraite sportive à la sécurité routière et à la protection des abords routiers ainsi que des circuits. Fondateur d'une société de barrières de sécurité, il est également l'inventeur de l'atténuateur de choc Fitch. Durant l'année qui fit le drame, le circuit du Mans entreprendra une reconstruction d'ampleur, déplaçant les stands pour permettre une piste plus large, ainsi que des nouvelles protections pour les spectateurs. Mais ce n'est pas que le circuit du Mans qui changera. C'est tout le sport automobile, les constructeurs, les circuits, les pilotes. Beaucoup de circuits ont été modifiés, intégrant des zones de dégagement, des barrières de sécurité et des normes plus strictes. L'obligation du port de la ceinture et des casques plus sûrs pour les pilotes a également été mise en place, ainsi qu'une réglementation plus stricte pour les matériaux utilisés, l'interdiction du magnésium sur certaines parties de voiture car elles s'enflamment facilement. Aujourd'hui encore, l'édition des 24 heures du Mans 1955 reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire du sport automobile. Elle a changé à jamais la manière dont nous envisageons la sécurité dans les sports mécaniques. Chaque année, au Mans, pilotes et spectateurs rendent hommage aux victimes de ce drame. Des plaques commémoratives rappellent cette journée funeste. Le souvenir de Pierre Lévesque et des 82 spectateurs disparus reste vivace dans la mémoire collective. Car si la passion de la vitesse continue de fasciner, elle nous rappelle aussi le prix à payer quelquefois. Le Mans 1955 restera toujours une leçon tragique. Notre sport, aussi beau soit-il,
aussi fort nous fait-il ressentir les sensations, reste un sport dangereux, que nous soyons dans la voiture ou non. Et c'est malheureusement au contact de drames comme celui-ci, ou d'autres que nous avons connus en sport automobile ces dernières années, que nous en prenons conscience. Et après chaque drame, certaines décisions sécuritaires importantes sont prises, souvent bien trop tard. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur l'une des courses les plus marquantes de l'histoire des 24 heures du Mans, une histoire de passion, de technologie, mais aussi de risques, de vie humaine et de leçons durement apprises. Si vous voulez continuer à en apprendre plus sur cet accident tragique, je vous conseille le court-métrage d'animation Le Mans 1955 de Quentin Bayeux, disponible sur YouTube. Cet épisode de Speedcast est dédié à toutes les victimes de cette tragédie, pour ne jamais oublier. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, à nous laisser un commentaire, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.